Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre en endroit où aller, où ce soir nous partons dans le domaine de la jeunesse. Et je suis ravie d'accueillir Louison Nielman. Bonsoir Louison, comment allez-vous? Bonsoir, bonsoir, je vais bien et vous? Ça va. Alors ce soir je vous accueille parce que vous avez sorti un petit roman jeunesse il y a mardi qui s'appelle Tic Tac Boom dans la collection Instant T aux éditions Macha Publishing. Tout à fait. D'abord, Voilà. je vous remercie de m'accueillir. Vous êtes la bienvenue. Nous, on est ravis de changer d'univers, d'aller vers la jeunesse. Mais la collection Instant T, c'est pas que de la... En fait, c'est destiné aux ados, mais c'est aussi les ados qui vont devenir des adultes. Et c'est un peu à but pédagogique. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette collection, Louison, plus Bien précisément? sûr, c'est une collection assez engagée en fait qui va mettre en avant des thématiques euh, qui font parler à la fois de l'actualité, où on va briser le silence, les tabous, oser évoquer des sujets qui dérangent. Voilà, alors c'est vrai que c'est à destination des adolescents, hein, c'est écrit à hauteur d'adolescents, mais comme vous l'avez si bien dit, c'est aussi tout à fait efficient pour les adultes parce que c'est aussi un support de parole en famille et ça permet à l'adulte de se replonger dans l'adolescence et de faire des allers-retours entre sa part adolescente, l'adolescent qu'il a en face de lui. Voilà, et je remercie vraiment les éditions Macha pour m'avoir confié 2 titres dans cette collection. Je suis vraiment favorable à la parole, en fait. Voilà, et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on voit que les langues se délient et j'en suis vraiment ravie. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais on est en bonne voie. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes psychologue clinicienne. Vous êtes en charge d'enfants de quel âge à peu près? Vous vous occupez des tout petits jusqu'aux ados, c'est ça à peu près? Je dirais que maintenant, c'est même de 0 à 99 ans, hein. J'ai Ah vraiment oui. eu voilà, j'ai longtemps travaillé avec des enfants principalement et leurs familles. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai une activité libérale et j'accompagne plein de gens, quoi. Donc, beaucoup d'adultes d'ailleurs en ce moment, plus particulièrement, des adolescents aussi, et des petits, mais de moins en moins. Mais j'ai beaucoup accompagné les tout petits. Mm. Je voudrais juste rappeler, parce que j'ai oublié de le dire, que tous les lecteurs qui nous regardent peuvent vous poser des questions en utilisant l'onglet Converser ou poser vos questions en commentaire sur Facebook. On les récupérera et on vous les posera à la fin de la rencontre. Avec plaisir. Du coup, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, dans Tic Tac Boom, est-ce que c'est important qu'elle existe, cette collection Instant T? Est-ce que vous êtes ravis d'être dedans? C'est vous qui avez choisi d'être dans cette collection? Comment ça s'est passé? Non, en fait, enfin, disons que on s'est rencontrés avec Marie, l'éditrice, un soir, voilà, dans un événement organisé par une maison d'édition il y a quelques temps, et on a discuté comme ça, de tout, de rien, et elle m'a recontacté quelques mois après pour un premier ouvrage qui était autour de vivre heureux avec son ado, un ouvrage assez décalé, humoristique. Et en fait, je lui ai confié des textes ensuite, des textes qui sont édités aujourd'hui, donc c'est 2 romans. Il y avait Le Masque de Père avant et là, Tic Tac Boom. Et je pense que c'est peut-être, j'en sais rien, il faudrait lui poser la question, mais je pense que c'est ces textes qui lui ont inspiré peut-être cette collection. Et le titre, la particularité, la ligne éditoriale de cette collection. Voilà. Mais c'est pas du tout moi qui ai initié. Alors après, je sais pas, peut-être que si je lui avais envoyé ces textes, elle aurait eu l'idée et elle aurait fait appel à d'autres auteurs et elle fera peut-être appel à d'autres auteurs, évidemment, hein, voilà, il y a de la place pour tout le monde. Mais en tout cas, je suis ravie, vraiment ravie que ces textes puissent s'inscrire dans une collection qui a cette ligne, en fait. Voilà. Alors, ils ont un peu à vocation à libérer la parole. Est-ce que c'est Oui, important que ce genre de collection soit présente dans toutes les librairies, à votre avis? oui, je trouve. Je trouve. Honnêtement, je vais pas trop parler de mon travail de thérapeute ce soir, c'est pas le propos, mais Non, non. juste quand même une chose, j'ai pu remarquer au bout de 15 ans de pratique combien les secrets, les silences pouvaient abîmer et faire beaucoup plus de mal que les choses que l'on dit et qu'on pense ne pas devoir dire parce que ça fera du mal. Enfin, je ne sais pas si je suis claire, mais c'est pire de ne rien dire, de cacher. Voilà, donc c'est pour ça qu'en fait ça me tient à cœur parce que il faut, si on peut pas le dire, le lire, c'est déjà bien. Je dis parfois aux parents qui me posent la question, est-ce que je dois parler de votre livre avec mon ado? Pas forcément en fait. Si l'ado il lit le livre, ça peut suffire, ça peut nourrir sa réflexion, il peut en parler avec d'autres personnes, mais en tout cas, c'est un support de réflexion, à mon sens. Voilà, ça permet de grandir, de penser, tout simplement.
Alors, dans Tic Tac Boom, vous abordez le sujet du don d'organes. Comment choisissez-vous vos sujets? Parce qu'ils sont très actuels. Alors, il faut que ça colle avec vous. Vous les faites en fonction de l'actualité ou pas forcément? Est-ce que c'est des sujets qui vous tiennent à cœur parce que on vous a posé des questions, les enfants sont intéressés par ce sujet? Comment ça se passe là pour le choix des sujets? Alors, c'est assez variable. L'actualité peut m'inspirer. Mais ça peut être un mot, en fait, un mot-clé ou quelque chose que je repère dans la vie, pas forcément que dans mes patients. Hein. Là, ce qu'il y a en filigrane de ce roman, on va peut-être en parler plus longuement après, mais c'est le mécanisme de sidération, hein, ce qui arrête la pensée, ce qui fige. Voilà, et ça part comme ça, en fait. Souvent, voilà, ça peut vraiment être un mot-clé, une thématique qui va faire venir une histoire, en fait. Voilà, tout simplement. Et c'est jamais, jamais l'histoire d'un patient. Jamais. Ça, par Non, contre, non, non. déontologiquement, je me l'interdis. Enfin, je n'en ai pas le droit. Et vraiment pas. Voilà. Comment vous pitcherez l'histoire de Marius et de Léon? Comment vous feriez en 1 minute? Comment vous résumeriez ce petit roman? Je dirais que ce sont deux ados qui ont 15 ans et la vie devant eux, la vie qu'ils croquent à pleines dents, avec tout l'espoir que la vie leur permet, leur offre, et leur vie va se briser. Voilà, donc c'est un roman qui permet de revisiter la vie, puisque forcément les pronostics vitaux sont engagés avec un des deux ados qui meurt. Et ça permet de se dire, ben, si j'avais su, peut-être que j'aurais fait comme ça, j'aurais profité plus. Et ça montre que finalement, la vie, c'est un peu comme un tic-tac vers le dernier jour. Alors, je ne veux pas dire ça pour être sombre hein, du tout, mais le message, c'est profiter, quoi. Profiter, parce que si on a des regrets, c'est trop tard. Hein. Voilà, donc après, on va en parler peut-être après aussi, le côté don d'organes, l'attentat, ça s'est greffé dans mon texte. Je n'avais pas pensé avant, en fait. Voilà, c'est venu, j'ai une écriture, voilà, quand je commence à écrire un roman, ça part, je me laisse embarquer. Et ça s'est imposé comme ça à moi et j'ai regardé un petit peu ce que c'était que le don d'organes parce que c'est pas quelque chose que je connais ni professionnellement ni personnellement, mais ça me semblait juste par rapport à ce que je voulais aborder dans ce roman. Voilà. Et vous l'abordez très très bien. Alors, on va suivre en Merci. parallèle dans ce roman. Donc, d'un côté, Marius et de l'autre côté, Léon. Marius, lui, il habite à Paris. Il vit sa vie. Il a une petite copine. Donc, à 15 ans, tout est beau. Alors, il y a beaucoup d'humour aussi. Hein. Alors, il est pas j'ai envie de dire qu'il n'est pas sombre, votre livre. Hein. Il est toujours lumineux. Il y a la volonté de s'en sortir, même s'il y a un drame terrible. Voilà, c'est la parenthèse très importante. Hein. Ne pensez pas que les ados vont se plonger dans un livre noir qui vont ressortir complètement catastrophés. Pas du tout. Votre écriture, justement, fait qu'il y a des petits passages où c'est très rigolo parce qu'il a un rapport très particulier avec son téléphone. Ça, j'ai trouvé ça très drôle. Vous dites que son téléphone, c'est son doudou. Oui. C'est vrai que je n'avais pas pensé, mais c'est vrai que les ados sont très accrochés à leur téléphone. Et donc, il vit sa vie et voilà. En parallèle, alors je ne me souviens plus de la ville où habite Léon. C'est Paris. en Ah, Léon, non, Léon. Léon c'est en province, elle est pas citée, la ville, Voilà. et Marius, c'est à Paris. Voilà. Et alors, on va avoir un parallèle terrible. C'est-à-dire que pratiquement au même moment, ou peut-être il y en a un avant, peut-être Léon avant, va avoir un accident dans son salon. Sa mère va le retrouver inanimé dans son salon. Voilà, alors qu'il paraissait en pleine forme, donc il part à l'hôpital en catastrophe. De l'autre côté, Marius vit sa vie, il va au café avec ses copains, et puis il se passe quelque chose de terrible, comme j'ai envie de dire, le titre nous le rappelle, Tic Tac Boom, il y a une bombe qui explose. Donc vous insérez dans ce roman les attentats qui ont eu lieu à Paris. Alors c'est en filigrane, même si c'est important, vous ne détaillez rien, ça c'est très bien, parce que vous n'avez Non, il même n'y a pas pas besoin de besoin. détailler, on le comprend très bien. Et donc les deux familles vont subir, ça va être l'effondrement total, quoi. Ça va être la sidération, parce que ça, c'est le mot-clé de ce roman, c'est la sidération. Est-ce que c'était ça exactement que vous vouliez Oui. décrire Tout dans à votre fait, roman? ouais, vraiment. Le compte à rebours, en fait, ensuite qui s'installe dans les têtes des parents, puisqu'après, on n'est plus dans la tête des ados, puisqu'il y en a un qui est entre la vie et la mort et l'autre décédé. Et effectivement, c'est ce que je voulais aborder, c'est l'effet d'annonce
l'effet d'annonce qui est traumatique, et ça peut être la révélation d'une maladie grave, un décès, un incendie. Enfin, dans la vie, on est confronté à des annonces qui sidèrent, et à ce moment-là, la pensée s'arrête. Les personnes décrivent comme si elles étaient en dehors de leur corps, hein, c'est pour se protéger, elles se détachent de tout ressenti. Et je voulais vraiment jouer avec ça dans le roman. En parallèle, on a une plongée à l'intérieur des parents. Il y a 2 couples parentaux, hein. Il y en a un, les parents sont encore ensemble, et l'autre couple, les parents sont séparés, les parents de Léon notamment. Et il y a cette espèce de plongée en eux. Une fois la sidération passée, en fait, on voit ce processus de reconstruction où on se reconnecte un peu à soi, à la réalité, au discours entendu, à ce qu'il va falloir faire pour se remettre en mouvement, en fait, parce que si on reste dans la sidération, on ne peut rien faire. Voilà, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, comment je vais continuer, et en même temps, et si on avait fait ci, et si je l'avais empêché de retourner dans le bar chercher son portable, et si j'avais fait attention quand il était nauséeux, est-ce que j'aurais pas vu qu'il allait être malade? Alors ça n'avait rien à voir, c'est des suppositions d'une maman, enfin je vais pas tout révéler, mais on voit bien la machine qui se met en marche, la machine infernale, et c'est pour montrer qu'après la sidération, la machine à penser, elle repart, hein. Et c'est ce qui participe à la reconstruction, vraiment, quoi. Voilà. Alors après, c'est un roman court, ça va vite, enfin, il y a un tic-tac permanent, mais comme on disait hier en échangeant au préalable, il y a comme un battement de cœur dans ce livre, ce qui donne de l'espoir. Moi, ce que j'ai trouvé formidablement bien fait, donc c'est ce parallèle, parce que donc de chaque famille, il va y avoir la sidération, l'acceptation, chacun de leur côté. D'un côté, la mort, de l'autre côté, la greffe, parce que le mot greffe va être évoqué. Puisqu'il va avoir un problème de rein, bon, ça ne dévoile pas trop l'histoire. Et après, il y a la reconstruction. Donc, chacun en parallèle de ces 2 familles vont vivre ça. Moi, ce que j'ai trouvé très fort, alors moi, je suis adulte, hein, je ne veux pas dire que je suis très âgée, mais quand même, j'ai trouvé que la force, c'est quand ils apprennent, ils commencent à se rendre compte, les parents, que Marius était dans un café, qu'il y a eu une explosion, tout ça, ça s'accélère, et on a une tension qui arrive, alors qu'on est adulte, c'est un roman ado. Donc là, je veux dire, l'écriture, elle est quand même, ça monte, et on est sous tension. Comment vous avez travaillé ça? Alors, je connais bien les mécanismes de la tension intérieure, on va dire, voilà, hein, donc c'est pas quelque chose qui est difficile pour moi, en toute humilité, hein, c'est juste que c'est assez facile pour moi de décrire ce que quelqu'un peut ressentir, puisque je l'ai étudié. Maintenant, je sais pas, je sais pas quoi vous dire par rapport à ça, en fait. Je sais pas, en fait. Mais c'était important pour vous que le lecteur, quoi, parce que les lecteurs sont des ados, et presque de l'apnée, c'est-à-dire qu'on est sous tension. Est-ce que vous vouliez qu'ils s'imaginent dans leur tête à 15 ans que finalement, parce que vous l'écrivez très bien, à 15 ans, on n'est pas là, on vit, on va dans la rue, on n'est pas censé prendre des risques quand on va dans la rue, quand on va dans un café, quand on va au cinéma. Et là, finalement, Marius, il allait juste récupérer un téléphone qu'il avait oublié dans un café, et bam, ça s'arrête d'un coup. Et ce que je voulais montrer aussi, c'est que la sidération, elle n'est pas vécue au même moment par tout le monde. C'est-à-dire que pour les parents de Marius, il y avait des signes, en fait. Il y avait des signes. Ils avaient compris déjà. Voilà. Et le papa qui prend sa voiture et qui s'approche des stations de métro, qui cherche le bar, etc., il fait demi-tour. Parce qu'il veut pas là, entendre, mais il a compris. Et quand il trouve sa femme qui hurle au téléphone, enfin, elle aussi, elle avait compris, mais c'était pas possible encore de l'admettre. Enfin, voilà, on voit bien à quel point on est fait pour se protéger, en fait. Hein, voilà, et ça, je voulais vraiment décrire, montrer différentes façons d'appréhender les événements de la vie, les événements traumatiques, parce qu'il n'y a pas une façon de les appréhender. Non. Chacun appréhende avec sa personnalité, son histoire, ses ressources, ses limites. Voilà, et je voulais vraiment essayer de brosser un panel qui n'est pas du tout exhaustif, ou loin de là, hein, mais à travers ses parents, de comment on aborde une annonce traumatique, un événement de vie bouleversant. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est donc du côté de Léon, donc les parents, vous l'avez évoqué, sont séparés. Et pendant qu'ils sont en attente, leur fils est intubé, tout ça, ils ont le temps de revenir en arrière. Et le père se pose des questions en disant, mais je n'ai pas été assez présent. Tout ce raisonnement est assez... Alors, moi, adulte, je me suis dit, mais c'est marrant, est-ce qu'un ado de 15 ans va comprendre
ce que veut dire l'auteur en évoquant ce sujet-là. Est-ce que vous pensez que... Oui, j'imagine que oui, parce que vous êtes psychologue, moi non. Mais voilà, j'ai trouvé ça, le raisonnement assez intéressant. Le papa à grande vitesse, tout ça, là, j'ai trouvé ça très... Alors, je ne sais pas si un ado va pouvoir en faire quelque chose, mais c'est aussi pour permettre aux lecteurs adolescents de poser des regards un peu empathiques sur un parent qui peut lui sembler très happé par son travail, voilà, permettre de comprendre et puis de dire à son papa, oui, bah, j'ai lu un livre là, ouais, tu vas être comme le père dans le livre, si je meurs demain, c'est pas pour mettre du bazar dans les chaumières, hein, mais si je meurs demain, tu regretteras peut-être, enfin voilà, c'est pour des prises de conscience ou pour que l'ado initie des choses envers son parent, parce qu'on sait que beaucoup d'ados préfèrent être avec leurs amis, et c'est normal, beaucoup dans leur chambre, et qu'ils ne veulent plus aller se promener en famille, parce que pour eux, ils sont un peu tout-puissants, et la vie ne peut pas s'arrêter, et heureusement qu'ils pensent ça, d'ailleurs, ça serait triste de penser à autre chose, mais c'est aussi pour poser un regard plus attendrissant sur le couple parental, parce que quand on est adolescent, on a besoin de mettre les parents à distance, mais à la fois, il y a beaucoup d'ambivalence, hein, ces mouvements-là de « je vous aime, mais fichez-moi la paix », et je voulais tisser des portraits de parents qui suscitent de l'empathie. Voilà, parce qu'on voit bien cette mère qui s'est mise un peu entre parenthèses pour s'occuper de son fils après la séparation, donc quand elle s'est retrouvée avec Léon, et ce papa qui était là, mais qui a pu parfois déroger à sa fonction, parce qu'il avait prévu un week-end avec ses amis, etc. Enfin, et c'est encore les « et si », quoi. Et c'est un roman autour de l'amour aussi. Oui, tout à fait. Alors, il y a la mort et il y a l'amour. Ouais. Donc la première déflagration, donc d'un côté c'est la bombe, de l'autre c'est l'accident. Voilà, pour Marius c'est la bombe, pour Léon c'est l'accident. Il y a une deuxième déflagration, c'est que donc, quand on parle de greffe, les parents, on regarde s'ils sont compatibles. Et donc il va y avoir un souci là-dessus. Et de l'autre côté, du côté de Marius, c'est voilà, quand les médecins sont... Donc c'est la loi bioéthique. Alors elle a changé le 1er janvier 2017. Maintenant, désormais, nous sommes tous donneurs d'organes et de tissus, sauf si vous exprimez par écrit la volonté de ne pas le faire. Donc tout ça, il faudra aller voir sur le... Il y a le don registre national de refus. Et, voilà, tout est expliqué, toutes les questions sont très bien faites. Vous avez un formulaire que vous pouvez télécharger. Et voilà. Mais donc voilà, il y a ça et l'acceptation. Et c'est vrai que le médecin, la mère de Marius est quand même... très agacée parce qu'elle a cette terrible phrase de dire que son fils est devenu une banque à organes. Vous utilisez des mots forts en disant que ouais, on le branche comme un frigo et après elle va les distribuer. Ça, il y a des passages qui sont très durs. Hein. J'aime beaucoup les images, laisser des images fortes. Voilà, et c'est vrai que ce que je voulais qu'il soit abordé dans ce roman, c'est le fait qu'on ne parle pas de la mort, c'est tabou aussi. Enfin, c'est important d'aborder en famille, mais s'il arrive quelque chose à l'un d'entre nous, qu'est-ce que vous voulez? Parce que si vous ne voulez pas, il faut faire les démarches avant. Voilà, je pense qu'en France, on a un rapport à la mort qui est très particulier. Et c'est dommage, parce que pour moi, la mort fait partie de la vie et il faut en parler également. Et donc, cette famille ne s'était absolument pas préparée à la disparition d'un enfant, qui est quelque chose de complètement illogique. Et c'est violent pour eux d'imaginer qu'on va prendre des organes pour leur fils en état de mort cérébrale, quoi. Voilà. Et vous l'expliquez très bien parce que donc la mère est un peu agacée en disant voilà, mon fils vient de mourir et vous me parlez de tout de suite. Et là, tout de suite, le médecin dit mais c'est la loi, je suis obligée de vous en parler. Et ça, vous l'expliquez très bien, c'est très simple à comprendre, mais vraiment bien fait. Et de l'autre côté aussi, quand on explique qu'il va falloir faire autrement puisqu'ils ne sont pas compatibles, tout ça, c'est très bien expliqué. C'est vraiment là le côté pédagogique, il n'y a rien à dire, vous avez bien réussi votre sujet. Quoi. Et alors après, il y a l'acceptation. Il y a l'acceptation des deux côtés. Qui n'est pas très efficiente non plus, parce que le roman s'arrête, il pourrait se continuer, on imagine, mais l'acceptation, elle n'est pas là. C'est juste qu'ils ont pris la décision, celle qui semblait la plus juste. Mais évidemment, je pense qu'ils ne peuvent pas accepter ce qui se passe comme ça, quoi. Enfin, notamment pour ceux qui ont perdu leur fils. Enfin, pour moi, l'acceptation dans le deuil, c'est pas accepter, c'est vivre avec. Vivre avec sans s'effondrer. Et seul le temps, en fait, permet ça. Mais on n'accepte jamais quand on est parent de perdre un enfant. Enfin, j'imagine. Hein, voilà. Non, mais comme vous l'expliquez si bien, vous dites que ouais, le fait d'accepter le don d'organes, c'est un pas vers la reconstruction. Oui, et c'est là que le roman devient lumineux et que voilà, au départ, c'était pas que sombre, il y a de l'espoir, il y a toujours eu...
on s'en sort toujours, mais c'est vrai que ça va être long et c'est vrai que le roman s'arrête. Mais je pense que s'il avait été plus long, il n'y aurait pas eu la même portée, la même profondeur. Là, alors vous utilisez des termes, là j'ai envie de dire, il y a l'impact. L'impact, il est là parce qu'il est court, le roman. Oui, puis il y a la métaphore filet de la bombe tout au long du roman, donc ça fait vraiment ce tic-tac, tic-tac, tic-tac. On est une course comme ça qui se dessine tout au travers du texte et qui tient en haleine un peu. Effectivement, ça ne délie pas les événements, c'est efficace. Enfin, voilà. Et du coup, le titre, il est venu tout de suite? Vous l'avez trouvé tout de suite? Je l'avais appelé Boom à titre provisoire et après, je place ma confiance en mes éditrices qui ont voulu appeler ça Tic Tac Boom. Et c'est vrai qu'il y a Tic Tac Boom. Et puis le boom, c'est aussi le petit clin d'œil vers les battements du cœur. Voilà, il y a plusieurs allusions à ça dans le roman. Je ne vais pas tout dire, mais effectivement, ce roman, moi, je l'ai relu ce matin. Parce que voilà, c'était important pour moi. Je l'ai relu et j'avais vraiment l'impression d'entendre un cœur battre au rythme de la lecture. Voilà, j'étais plus portée par l'espoir que par le côté sombre. Je ne le ressens pas, le côté sombre. C'est vraiment un roman plein de résilience. Ouais, voilà. Alors, c'est vrai que quand on parle de Don Dorgan, le premier roman qui vient à l'esprit, c'est celui de Maëlys de Kerangal, qui date de 2014, Réparer les vivants. Est-ce que vous avez lu ce roman? Alors, absolument pas. Alors, pour être vraiment très, très honnête, ça fait partie des... Alors, je devais aller à un spectacle, il y avait au théâtre de ma ville au mois de décembre, il y a 2 ans, je crois, il devait se produire. Et il se trouve que ce week-end-là, j'avais réservé avant, et ce week-end-là, il y a eu le salon de Montreuil. Donc, je suis allée à Montreuil, et donc, je ne suis pas allée voir le spectacle, mais j'avais écrit Tic Tac Boom avant, parce que je l'ai écrit il y a 3 ans, en fait. Voilà. Mais je ne l'ai pas lu, et je pense que si je l'avais lu, d'après ce que j'en entends, hein, j'aurais peut-être pas écrit ce roman parce que je me serais peut-être pas sentie à la hauteur pour traiter un tel sujet. Enfin, le don d'organes, qui je suis pour écrire sur le don d'organes. Je vous ai dit, il est venu comme ça dans le processus d'écriture, mais c'était pas l'objet de mon roman à la base. Donc voilà, j'ai un grand respect pour ces auteurs qui manifestement ont traité ce sujet bien en profondeur, mais je vais le lire. Parce que le parallèle, je me suis dit, bah mince, il faut quand même que je le lise, quoi, puisque j'ai pas été voir le spectacle, ni vu le film, voilà. Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que une fois que vous auriez lu quand vous allez le lire, alors imaginez, hein, est-ce que vous allez vous dire, bah, finalement, j'aurais jamais dû écrire. Vous pensez que ça va faire ça? Moi, je pense pas. Parce que moi qui l'ai lu, bon, alors effectivement, c'est une grande référence, mais là, vous êtes dans l'univers de la jeunesse. Réparer les vivants, il est question du cœur aussi. Alors là, c'est une graine de cœur. Et dans tout ce que ça représente, l'amour, voilà, c'est vraiment un roman d'une transplantation cardiaque, c'est ça. Est-ce que vous pensez que ça va changer votre regard et vous allez avoir des remords, des regrets? Je ne pense pas. Non, je pense pas. Non, pas du tout. Je pense que dans ce sens-là, le lire après, je vais me plonger dans cet autre univers. Et comme vous dites, c'est pas jeunesse. Non. Après, je suis très critique envers mes livres. Quand je les relis, je pourrais reprendre des choses. Mais je crois que c'est tous les auteurs. Enfin, on écrit à un instant T, c'est le cas de le dire. Et si on écrivait à un autre moment, on écrirait sûrement autre chose. Voilà. Alors, votre précédent roman chez Macha s'appelait Le Masque du Père, qui a eu. Oui. Les médias se sont emparés de ce roman. Est-ce que vous avez une explication? Est-ce que vous savez pourquoi il a tant intéressé les médias, ce roman? Peut-être parce que il traite d'un sujet très actuel qui a été exacerbé par le confinement, à savoir la violence intrafamiliale, en sachant que c'est pareil, c'est un roman que j'avais écrit bien avant. Que j'avais retravaillé plusieurs fois, qui a été refusé de certaines maisons d'édition parce que le contenu était jugé trop difficile, et je le comprends et le respecte. Mais quand il est sorti, c'était juste après le confinement, et c'était un hasard de calendrier ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, ouais, là encore, on est plongé dans la tête d'une enfant qui voit sa maman victime de violences, d'abord verbales, hein, surtout, puis après physique, et elle-même victime d'un père un peu pervers, en fait, hein, voilà, qui est un être en souffrance, hein, tout simplement. Mais peut-être que c'est ça, c'est peut-être l'actualité qui a porté ce roman, et qui n'est pas facile à lire, mais encore une fois, il y a beaucoup d'images, hein, l'image du monstre, du dragon, mais encore une fois, il est vraiment empreint de résilience et d'espoir, et il ouvre sur des perspectives sereines, malgré certaines parties un peu plus difficiles, bien sûr, mais qui sont tellement vraies quand on sait que, je crois que c'est en moyenne 3 enfants par classe qui vivent
de la maltraitance en moyenne, hein, attention. Hein. Donc, et c'est une chose avec laquelle on est très très mal à l'aise en tant qu'adulte. Hein. C'est pareil, il y a des signes, mais on ne veut pas toujours les voir parce qu'on a peur. Voilà, les enfants sont très très loyaux vis-à-vis de leurs parents. Donc, c'est pas simple. Et les femmes ont du mal à partir. Parce que c'est pas facile de quitter une maison, voilà, si elle travaille pas, c'est encore plus compliqué. Enfin, c'est complexe la violence intrafamiliale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même quand c'est que de la violence conjugale, la famille est impactée. Les enfants sont pris dedans. On ne peut pas dire mais c'est que de la violence conjugale. Les enfants, ils voient rien, ils entendent rien. Ben, évidemment que les enfants, ils sont spectateurs, voire pris à partie dans ces histoires un peu douloureuses. Quand vous écrivez, vous êtes vous avez mis votre costume d'auteur. Est-ce que le costume de psychologue revient toquer en disant prend le dessus sur l'écriture ou pas du tout? Vous essayez de cloisonner? Non, j'ai l'impression que c'est assez naturel en fait. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé écouter, accompagner, voilà. Et j'ai toujours été intéressée par l'autre, par tout ce qui pouvait composer une personne, en fait. Les personnalités m'intéressent. Avant, j'étais professeure et j'aimais beaucoup écouter mes élèves déjà, pas écouter ce qu'ils avaient à me dire par rapport au cours, mais qui ils étaient, ce qui les intéressait dans la vie, etc. Et je suis très sensible, très réceptive à tout ce qui se passe autour de moi. Et quand j'écris, j'ai l'impression que c'est toutes les parties de moi en fait qui sont à l'œuvre. Ma sensibilité, oui, mon expertise peut-être, mais la façon dont je perçois l'autre, moi aussi évidemment. Ce que j'aime dans les romans, c'est qu'on met aussi une partie de nous et personne ne sait ce qu'on met de nous. Enfin, c'est un peu nos secrets. Même si j'ai jamais été victime de violence conjugale, hein, je le dis tout de suite, mais voilà, non, c'est la façon de le traiter, voilà, ça me ressemble, mais je vais pas dire que la blouse de psychologue prend le pas. J'ai l'impression d'être habitée par tout un tas de personnages en permanence. Voilà, et je leur tiens la main et quand j'ai besoin de les coucher sur le papier comme si j'accouchais en fait de ces personnages, de ces histoires. Et après, quand les livres sortent, ben, je leur lâche la main et je leur dis allez-y, maintenant je vous fais confiance, quoi. Voilà, vous allez grandir sans moi. Je suis un peu votre maman, mais volez. Est-ce qu'il y a un sujet que vous aimeriez aborder dans un prochain roman, justement? Ben oui, il y en a un qui est écrit là. Je fais un petit appel du pied à Marie. Elle sait, hein, sur un sujet dont on parle de plus en plus, qui est l'inceste. Voilà. Mais il y en a d'autres en cours. Oui, après, j'ai beaucoup d'idées. Je bouillonne un peu. Donc, voilà. Alors, j'imagine que vous, comme tous les auteurs, vous êtes une grande lectrice. Qu'est-ce que vous Oui. lisez, vous, Louise Nelman? Eh ben, en ce moment, je vais lire des romans un peu feel good. J'ai lu énormément de polars. Je ne lis plus du tout de classiques. Mon livre de chevet reste toujours. Alors, j'aime beaucoup Charles Baudelaire, hein, les Fleurs du Mal. C'est Paolo Coelho qui a écrit L'Alchimiste. Pour moi, c'est un livre que je relis très, très souvent. Tout comme le livre Le Parfum de Patrick Suskind. C'est vraiment un livre. Je sais pas, enfin, ça me bouleverse. C'est l'histoire d'un autiste, mais c'est jamais dit. Enfin, voilà, j'aime beaucoup. Puis je suis très sensible, comme je disais tout à l'heure, aux odeurs, aux sons, à la vie, quoi. Donc, c'est un roman qui est vraiment profond. Voilà, là, je viens de lire le dernier livre d'Aurélie Vallogne. Je suis l'actualité. Je peux lire Musso sur la plage l'été. Je lis beaucoup de livres de psycho, bien sûr, des magazines. Je lis tout, en fait. Mais je lis moins qu'avant. Je lis moins qu'avant parce que je suis prise par l'écriture, par le travail, par les contraintes professionnelles, familiales, voilà. Mais je lis tous les soirs avant de m'endormir, je lis, c'est un besoin. Et est-ce que vous lisez des romans jeunesse? Est-ce que ça vous intéresse aussi? Pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça. Ah, étonnant. Parce que vous n'avez pas envie d'être ouais. Voilà, c'est ça, de prendre l'inspiration des autres. C'est ça. Je crois que. Alors j'en ai lu, hein, quand même de certaines autrices que je suis et que j'aime bien, mais elles écrivent souvent des gros romans. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'écrire des romans ados conséquents, donc peut-être que ça peut être un challenge. Je suis très admirative d'ailleurs de ces romans très fournis, très fouillés, avec des intrigues qui rebondissent. Voilà, ça, je fais partie des choses que j'aimerais bien apprendre à faire. Mais
mais je lis très très peu de romans jeunesse et je lis très peu d'albums aussi parce que j'ai plus de petits enfants à qui lire des histoires. Alors ça m'arrive d'en lire à des patients quand même, hein, voilà, d'utiliser des albums jeunesse qui ne sont pas forcément les miens parce que je ne me permets pas forcément de mettre en avant en tant qu'autrice vis-à-vis de mes patients. C'est pas... Si les parents m'en parlent, je leur dis oui, effectivement, c'est moi. Et voilà, mais sinon, j'en parle pas en fait. J'ai un grand respect. Voilà, chacun a sa place. Est-ce qu'un jour on vous verra du côté des adultes ou ça vous intéresse pas du tout non plus d'y aller? Bah si, ça m'intéresse beaucoup. J'ai déjà envoyé quelques manuscrits et j'en ai 3 sur le feu là qui sont, je pense, assez aboutis, bien sûr, bien sûr. Ah oui, donc vous écrivez beaucoup, beaucoup. J'écris énormément. Ouais, je dis parfois aux élèves que je rencontre dans les rencontres scolaires que j'écris comme je respire. J'ai besoin, c'est une hygiène de vie en fait. Donc j'écris tous les jours. Ça peut être une citation, ça peut être un article, ça peut être un bout de roman. J'ai une écriture très, très découpée en fait. Je peux très bien écrire 1 heure un roman et ensuite aller écrire un texte d'album et ensuite aller rédiger un article pour un groupe avec qui je travaille, un article psycho ou écrire quelque chose pour nourrir ma page Instagram. Enfin voilà, Donc, la hygiène nuit, de je me vie et pas réveille et j'ai thérapie, hein. des phrases qui m'arrivent, des textes qui m'arrivent. Voilà, ça m'habite jour et nuit, j'ai envie de dire. On est d'accord, hein, hygiène de vie et pas thérapie, hein. Non. Oui, hygiène de vie. Alors après, je dirais que l'écriture est quand même cathartique, hein. Enfin, on ne peut pas dire le contraire. Les sujets difficiles, pour avoir accompagné des tas de gens très très abîmés, c'est pas non plus par hasard que je couche sur le papier des histoires difficiles, même si c'est pas l'histoire d'une personne, hein, j'en conviens. Évidemment que ça me permet moi de déposer des choses et de m'alléger l'esprit, le cœur. Enfin voilà, je ne vais pas vous dire le contraire, hein, bien sûr. Je vois que Frédéric est de retour. J'imagine qu'il y a des Oui, questions. oui. Est-ce que vous faites écrire vos patients d'ailleurs? Non. Ah, oui. Après, avec certaines patientes, j'utilise des techniques d'écriture pour se libérer de certaines émotions, etc. Alors, j'ai mené des ateliers d'écriture par le passé, j'en fais plus, mais non, sinon, je fais rarement écrire mes patients. Alors, ce n'est pas tout à fait une question, mais il y a Marion qui dit bonjour. Louison est une auteure formidable, j'aimerais trop la rencontrer. Et je ne suis jamais déçue des livres de Louison. C'est gentil, merci Marion. Donc voilà, il y a des admiratrices. Est-ce que vous pensez que c'est important, par exemple, d'écrire pour les enfants sur ce qui se passe en ce moment, sur la pandémie? Est-ce que vous avez ça dans vos tiroirs? Comment faut-il en parler? Est-ce que c'est trop tôt ou est-ce que ça pourrait les accompagner? Alors écoutez, quand on a commencé à vivre cette pandémie, j'ai posé la question à mes éditeurs et la plupart m'ont répondu qu'il ne fallait pas forcément écrire, que ça faisait beaucoup. Et en fait, après, j'ai vu sortir des projets éditoriaux sur ces thématiques. Personnellement, j'éprouve pas le besoin d'écrire là-dessus. Je trouve que c'est anxiogène. Maintenant, il n'est pas exclu que dans un prochain roman, quand on sera sorti de cette histoire, il y ait peut-être des allusions, peut-être que ça pourra se passer dans un contexte pandémique, j'en sais rien, je ne sais pas. Je trouve que là, on commence à arriver au bout de nos ressources personnelles. Enfin, je ne me plains pas, j'ai de bonnes conditions de confinement, je vais bien dans ma vie, mais ça commence à être long et j'ai plutôt envie d'offrir aux enfants de l'imaginaire, de l'évasion, du rêve, et pas forcément de les remettre dans ce contexte, quoi. Voilà. Mais après, j'ai un grand respect pour les ouvrages qui sortent à ce sujet, parce que il y a peut-être des familles qui ont besoin de support pour aborder les gestes barrières, pour aborder les microbes, pour aborder la mort. J'en sais rien. Voilà. Je pose la question parce que les éditeurs ont beaucoup dit qu'ils ne voulaient surtout pas retrouver des journaux de confinement, etc. Et en même temps, si on considère que, par exemple, on accompagne les ados, les enfants avec des histoires et qu'il faut mettre des mots sur ce qu'on vit, ben, finalement, c'est maintenant qu'on en a besoin. Ouais, alors j'ai écrit un texte un peu métaphorique là-dessus, sur la question du lien, en fait, qu'on perd le lien charnel, mais qui n'a pas été retenu pour le moment. Donc, je pense qu'il y a quand même une certaine réserve pour éditer autour de ça. J'en sais rien, il faudrait poser la question aux éditeurs de manière plus générale, mais
les médias abondent de choses en ce moment. Il y a une explosion des programmes de sophrologie. Petit Bambou développe des choses. Enfin, je ne sais pas si j'ai le droit de citer d'ailleurs, mais il y a des plateformes comme ça, des applications pour justement accompagner. Donc, il y a des choses qui se mettent en place. Les livres, je ne sais pas en fait. Est-ce qu'il faut replonger un enfant, un ado dans ce contexte? J'en sais rien. C'est une vraie question, hein, c'est pas, Ouais. y a pas de Oui, réponse. j'ai pas de réponse non plus à dire vrai. Je pense que mais c'est comme pour tout en fait. Quand on a besoin de quelque chose, il faut aller le chercher. Donc il y a des ouvrages qui sont sortis, d'autres qui sortiront peut-être. Mais est-ce que c'est vraiment un créneau éditorial? J'en sais rien. Alors, Anna dit, c'est très rigolo, je n'avais jamais pensé que dans un livre pour enfants ou pour adultes, on pouvait prendre la cause des parents et la présenter aux enfants pour qu'ils puissent l'accepter, ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, C'est oui. quelque chose que vous faites souvent dans vos ouvrages? Oui, bah, j'aime bien en fait montrer qu'il y a des adultes sur lesquels on peut s'appuyer, qu'ils ont une façon différente de considérer les choses et d'offrir un autre prisme à l'adolescent, lecteur. J'avais posé la question il y a quelques années parce que on m'avait demandé un livre pour ados et j'avais demandé à Hubert Nissen qu'est-ce que c'est un livre pour ados et il m'avait répondu c'est un livre pour adultes mais mieux écrit. Et donc d'ailleurs, est-ce que vous êtes lu par les adultes? Oui. Oui, j'ai eu énormément de messages privés sur les réseaux sociaux de parents qui ont lu parce qu'ils voulaient être sûrs que leurs enfants, leurs ados, pouvaient lire. Parce qu'effectivement, avec les titres engagés, les parents ont peur. Est-ce que c'est un contenu alors que oui, évidemment, si on fait paraître ça en jeunesse, c'est que c'est un contenu abordable. Hein. Et puis, en plus, les parents ignorent ce que regardent les ados dans leur dos sur les téléphones. Hein. Donc, on croit vouloir Pas les jamais aussi protéger violent. voilà, en choisissant leur lecture. Et en l'occurrence, quand on impose une lecture à un ado, on est sûr qu'il ne la lira pas. Mais laisser traîner le roman, c'est déjà un geste. Mais en tout cas, il y a des adultes qui ont lu pour donner la validation à l'ado ou laisser traîner le livre et qui finalement s'y sont retrouvés. Ouais, voilà. Il y a quand même pas mal dans vos livres aussi, j'ai regardé de choses qui concernent quand même pas le féminisme, mais les femmes, le changement de société. Ce sont des sujets qui vous tiennent à cœur et qui vous tiennent à cœur dans leur direction? Oui, tout à fait, ouais, exactement. Après, je suis très sensible à tout ce qui est attrait à la métamorphose. Voilà, les changements, l'évolution. J'ai envie de rêver à un monde meilleur. Et c'est là-dessus que je m'appuie. En fait, il y a un élan de sororité. Voilà, mais ce n'est pas pour autant que je vais catégoriser les hommes hein, qui ont beaucoup de choses à nous apporter. Je ne veux pas être féministe ni sexiste. Mais en tout cas, les femmes me touchent peut-être plus parce que je suis une femme. Mais j'aime bien aussi brosser des portraits d'hommes. Enfin là, alors dans Le Masque de Père, c'est différent parce que l'homme est maltraitant. Mais cela dit, je montre aussi une part de lui en grande souffrance pour pondérer justement. Et dans ce romantique Tic Tac Boom, il y a quand même 2 portraits d'hommes différents et apporter de la douceur aussi dans un roman avec un contenu parfois un petit peu difficile, mais pas tout le temps, donc heureusement. D'ailleurs, Louison, pourquoi ce sont 2 jeunes hommes, vos héros, et pas 2 jeunes filles? Eh bien, parce que j'avais déjà choisi des protagonistes féminines dans d'autres romans. Et je me suis dit qu'il fallait que je change. Et je ne regrette pas parce que, alors ça, c'était Tic Tac Boom, il a été écrit avant que sortent les 2 autres. Mais j'ai eu une remarque d'adolescent dans une visioconférence avec une classe de seconde. Et il y a un élève qui me dit et pourquoi dans tel roman, un autre éditeur, vous avez choisi, pourquoi c'est une fille en fait qui est la victime? Et je lui ai répondu, ta question est très juste. Si c'était à refaire, peut-être que ce serait un garçon la victime, effectivement, parce que on se rend compte que parfois, enfin, c'est mon ressenti, quand on est une femme, on va peut-être avoir tendance à prendre parti un peu pour son sexe, soutenir le sexe, le genre, quoi, voilà. Et là, je me dis, bah, c'est bien, finalement, Tic Tac Boom, il sort maintenant, et c'est 2 garçons, et bah, c'est bien, parce que ça contrebalance un petit peu tout ce qui se passe en ce moment, quoi, voilà. J'aime bien pouvoir mettre des nuances, en fait. Voilà. Enfin, Quel genre d'ado vous étiez? Sage.
Bon, j'ai fait des bêtises quand même, mais il m'est rien arrivé de grave. Honnêtement, ça serait aujourd'hui, je courrais plus de risques parce que Ouais. je pense que j'ai vraiment fait des choses, il aurait pu m'arriver des bricoles quand même. Et j'aimerais pas que mes filles le fassent. Ah oui, mais ça, c'est toujours, hein, de toute façon. Non, mais j'ai pas été une ado trop difficile, franchement pas. Et je me suis rebellée un peu après. C'est marrant parce que vous prenez le point de vue du parent, là. Ouais, c'est ça. Moi, quand je dis quel genre d'ado vous étiez, je vous parle de vous, 15 ans. Ouais, ouais. Vous Non, étiez non. sombre, solaire, vous écriviez pas. Ah oui, 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 j'ai toujours écrit. J'ai commencé à écrire à l'âge de 7 ans. J'écrivais des petits poèmes, en fait. Et après, j'ai toujours les cahiers hein, dans mon grenier. Ah bah oui, avis aux éditeurs alors. Hein. Ah non, parce que franchement, c'est pas présentable. Des histoires à l'eau de rose, là, j'ai écrit plein de choses comme ça, des petites nouvelles, des contes. Et j'ai arrêté d'écrire quand j'ai eu ma première fille qui a 23 ans. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou parce que je sais qu'elle m'écoute. Et j'ai arrêté d'écrire parce que ben, voilà, j'avais plus le temps et j'ai repris la plume en 2012 au détour d'un défi comme ça avec des amis un soir qui m'ont dit mais t'écris plus enfin, ah oui, c'est vrai, j'écris plus. Bon, voilà, donc je suis allée relire ce que j'avais écrit et je me suis dit non, je ne peux pas présenter ça. En plus, à l'époque, c'était écrit dans des cahiers ou à la machine à écrire, hein, Ah évidemment. oui. Et bah oui, forcément. Et donc, je me suis dit, allez, je vais essayer de vivre mon rêve d'enfant, puisque c'était un rêve de petite fille, en fait, d'être édité. Voilà. Le livre de cette époque-là qui vous a beaucoup marqué, Quand j'étais enfant, ado, enfant, vraiment celui qui vous a alors, bouleversé. bouleversée. Alors, enfant, j'ai lu tout ce qui était Bibliothèque Rose. Je les ai dévorés. Bibliothèque Verte aussi. J'ai adoré le Club des Cinq, Les Malheurs de Sophie, voilà. Adolescente, j'ai lu, j'adorais Zola, Balzac, j'ai lu Kafka, Barjavel. Vraiment, j'étais un peu en marge de mes camarades qui lisaient pas ou peu et qui subissaient les cours de français. J'ai été bouleversée par le roman Une femme qui raconte l'histoire de Camille Claudel. J'avais 15 ans, hein, voilà. Baudelaire. Adèle. Ouais, voilà. Baudelaire me faisait pleurer. Voilà, je lis plus tout ça, mais j'ai adoré, vraiment. Je lisais 5-6 livres par semaine. Voilà, je lisais tous les soirs, je lisais tous les week-ends. Le dimanche, je lisais dans mon lit jusqu'à 11 heures. C'était important pour moi. Je dévorais les livres, je lisais très, 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 très vite. Je lis toujours très, très, très vite. Voilà. Ouais. C'est ce Vous qui s'appelle parliez... croquer les livres, quoi. Vraiment, c'est ça. Oui, c'est dévoré. Vous Ouais. savez, il y avait eu une affiche où on voyait cet acteur magnifique, Gérard Philippe, et il dévorait des livres, et il y avait marqué dévorer des livres. Voilà, c'est ça. Pour les librairies, je pense. Je ne sais pas pourquoi Ouais. c'était la pub. D'ailleurs, vous parliez de Patrick Suskind tout à l'heure avec le parfum. Vous avez lu Le Pigeon? Oui, oui, et la moustache aussi, je crois. Je ne sais plus si c'est lui l'auteur, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Bon, c'est beaucoup plus court le pigeon, hein, voilà. Oui, Mais oui, oui, oui. ouais, Mais ouais, ouais, il y ouais. a Ah, oui, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous conseillez quand vous étiez prof? C'était quel genre de lecture que vous conseillez à vos élèves? Alors, j'étais prof d'anglais, donc difficile de Ah conseiller oui, des élèves pour la lire. Enfin, j'aurais bien aimé qu'ils lisent en anglais, mais bon, à part les encourager à s'abonner à des magazines comme Speakeasy ou des choses comme ça. Mais j'ai toujours dit, et je le dis toujours autour de moi, ce qui est important, c'est que l'enfant choisisse en fait ce qu'il a envie de lire. bien Peu sûr. importe que ce soit une BD, un manga, un roman, un magazine, peu importe quoi. Voilà, c'est. Vous étiez prof d'anglais. Vous êtes traduite? Alors oui, j'ai des albums qui sont traduits et récemment d'ailleurs au Royaume-Uni, voilà, mais dans beaucoup de pays d'Europe. Alors pas en roman encore, hein, je ne suis pas traduite en roman. J'aimerais bien, c'est un peu un souhait, c'est chouette. J'adore quand je reçois des messages privés de mamans qui me contactent de l'autre bout du monde pour me dire, enfin elles me taguent en fait et je leur réponds et dire oh, merci de me parler. Je leur demande d'où elles sont et on discute et voilà, et j'ai un jeu aussi chez Larousse qui a été traduit aux États-Unis. Voilà. On a beaucoup de librairies francophones qui sont partenaires avec nos rencontres D'accord. et des lecteurs très expatriés qui disent à quel Bien point sûr. bon, la langue devient leur pays en fait. Ouais. Et, mais ça fait beaucoup de livres tout ça, mais d'après ce que j'ai compris, là, alors le prochain challenge, c'est Harry Potter en 7 volumes, quoi. C'est ça? Oh, quand même pas. Non, le prochain challenge,
bah, c'est d'autres romans, évidemment, ça, j'ai très envie, et c'est surtout la littérature générale adulte. Voilà. Mm. Bon, Oh, mais on ça vous se attend. fera tranquillement, je pense. Bah, écoutez, j'espère. J'aimerais toucher un public adulte avec vraiment bah, des contenus pour les adultes, quoi. Voilà. Ouais. Vous allez suivre vos Mais lecteurs, en fait, qui grandissent. ouais, peut-être, voilà. Mais ce que j'aime beaucoup dans l'écriture, c'est que c'est très protéiforme, c'est-à-dire que je peux passer d'un texte pour les tout petits à l'ado et à l'adulte, et c'est la vie en fait, c'est vraiment la métaphore de la vie, et j'aime bien, j'ai l'impression de faire des grands écarts permanents, mais comme dans ma pratique en fait, je fais des grands écarts permanents, je change de tranche d'âge, je jongle comme ça, et c'est ce qui fait la richesse de ma vie en fait, et je remercie beaucoup la vie de m'offrir toutes ces rencontres humaines. D'ailleurs, comment on évalue pour quel âge est un album? Comment vous Alors ça, c'est très compliqué pour moi. J'avoue Oui, que j'ai énormément de mal. C'est les c'est une éditeurs en vraie fait question. qui... Ouais, je suis pas super douée pour ça, vraiment pas. Je place toute ma confiance en mes éditeurs. C'est eux D'accord. Donc, en fait, qui vous mettent. écrivez et ensuite, vous le donnez à vos éditeurs et ils vous disent, voilà, c'est pour les 8-12. Bon, après, je sais quand j'écris pour un ado ou pour un tout petit, bien sûr, hein. Mais Oui, oui, donc, bien sûr. l'éditeur, puis après, il va me faire reprendre une partie d'un passage s'il trouve que c'est trop élaboré ou que c'est trop enfantin. Voilà, c'est que j'écris avec, je vous disais tout à l'heure, j'écris avec toutes les parties de moi. Donc, des fois, c'est la petite fille qui écrit, des fois, c'est l'ado, des fois, c'est la femme. Donc, ça peut se mélanger, ça fait une palette. Et donc, l'éditeur, il est là, il est une aide précieuse pour faire grandir les manuscrits et lisser un peu ce qui sort des sentiers battus, remettre dans les clous, dans le cadre, apporter des idées, revoir un peu le style parfois. Enfin, honnêtement, on ne peut pas faire un livre. Enfin, il y en a qui y arrivent peut-être. Moi, je ne saurais pas faire un livre seul, hein. C'est vraiment un travail d'équipe et c'est précieux. D'ailleurs, en parlant de travail d'équipe, vous fonctionnez avec des illustrateurs pour certains livres, Oui. toujours les mêmes, plusieurs, ça se passe Alors, comment? bah en fait, on a parfois le choix. Parfois, on nous demande si on a quelqu'un avec qui on veut travailler, mais c'est quand même pas très souvent, hein. En général, l'éditeur propose un illustrateur, une illustratrice. Voilà, et puis bon, c'est un binôme qui se crée, et je découvre les illustrations au fil du temps, et puis à la fin, je regarde le D'accord. travail complet, quoi. Voilà. Donc, le texte précède l'illustration, en fait. Oui, alors sauf pour deux albums chez un éditeur canadien où là, l'illustrateur m'a confié ses histoires entièrement dessinées sans texte et m'a demandé d'écrire l'histoire à sa place. Sacré challenge. Et bah, écoutez, je suis contente d'avoir vécu ça parce que c'est vraiment une contrainte. On est à la fois dans un cadre et en même temps, il faut essayer d'en sortir sans trop en sortir parce que l'idée, c'était pas de lui faire redessiner tout. Et Ouais. voilà, mais sinon, non. Alors, on peut parfois partir d'une illustration pour écrire un texte. Oui. Ça arrive, il y a des illustrateurs qui postent sur les réseaux des illustrations qui peuvent inspirer des textes, et des illustrateurs qui peuvent nous contacter en disant j'ai dessiné ça, ça t'inspire quelque chose. Voilà. Mais sinon, souvent, dans mon expérience, encore une fois, j'en fais pas une généralité, hein, mais c'est le texte qui précède l'illustration. D'accord. Nathalie, je n'ai plus de questions. Je te laisse la Alors, main. moi, je voulais juste te dire que je suis l'exemple parfait parce que, alors, soit je suis un grand enfant, soit je sais pas, mais moi, je suis une lectrice très difficile. Quand on m'a dit il va falloir que tu lises un livre pour ados, je dis oulala, là, 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 là. Et je suis rentrée dans vous, vous avez capté mon attention, donc voulais vous remercier parce que Merci. vraiment, non, non, c'est pas facile. Non, alors effectivement, le sujet m'intéressait parce que le don d'organes, c'est assez intéressant. Et justement, tous ces passages, je me suis posé la question, et c'est ce que je vous ai dit hier, je dis, mais pour quel âge c'est écrit? Parce que moi, je comprends pas. Moi, je l'analysais en tant qu'adulte et je me disais, mais ça, moi, j'analyse très bien, mais est-ce que le lado va l'analyser? Donc, je trouve que c'est parfait. Ne vous posez pas de questions, votre roman, il est parfaitement réussi, on comprend tout. Je voudrais rappeler que vous citez à la fin de votre roman l'AFDO, qui est l'Association française des familles pour le don d'organes. Donc, allez bien voir tout ça. Vous avez aussi, donc je le rappelle, dondorganes.fr. Le don d'organes est gratuit. Ça, c'est très important de le dire. Et donc, on est tous maintenant, depuis le 1er janvier 2017, tous des donneurs d'organes et de tissus.
Avant de vous laisser le mot de la fin, ou si vous avez quelque chose à dire, je vais juste rappeler que juste... Non, le mot de la fin, j'avais juste envie de dire 3 mots. Oui, allez-y. Ah non, alors attendez. Alors donc demain, il n'y aura pas de rencontre. On fait une petite pause et on se retrouvera lundi à 19h où nous recevrons Astrid Di Crolla-Lanza qui est photographe indépendante et qui fait beaucoup de photos d'auteurs. Donc on va faire un parcours de photographe d'auteur. Donc, ça sera à 19h lundi. Moi, je voulais vraiment remercier les éditions Macha de m'avoir fait confiance. Merci beaucoup de m'avoir fait lire cette collection Instant T, donc, qui s'appelle, le livre s'appelle Tic Tac Boom. Il est sur toutes les tables de librairie depuis mardi. Donc, je vous engage à le lire. Même si vous êtes adulte, lisez-le. Vous passerez un très bon moment de lecture. Donc, Louison, maintenant, je vous laisse le mot de la fin. Eh bien, d'abord, je vous remercie vraiment pour votre lecture et pour cet entretien très riche. Et je voulais juste dire, aimons-nous vivants. Ah oui, alors là, ça c'est très fort. Parce que alors, moi, j'ai la référence que vous devez avoir aussi, que tout le monde a. Alors, effectivement, c'est très fort, mais on a tous une autre référence. Oui, je me doute bien. On va pas chanter. Oui, on va chanter. Non, non. Donc, en tout cas, le livre, donc Tic Tac Boom, est un livre très lumineux, comme son auteur qui vient de nous faire rire. Alors, oui, aimons-nous vivants, c'est aussi la thématique du livre. Mais voilà. Oui. Écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Je vous remercie. On vous souhaite bonne chance pour le roman adulte et on espère le lire bientôt. On sera là, j'espère. Avis aux éditeurs. Voilà. Et merci à vous. Merci à toutes les personnes qui ont assisté à cette interview. Vraiment. Merci beaucoup. Bonne soirée. Un grand merci et à lundi. Au revoir. Au revoir.